Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours concernant la mise en place pratique d'un système de classification d'images avec l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Cet atelier pratique sera réalisé en ligne sur Google Colab, utilisant bien sûr le langage de programmation Python avec l'IDE Jupyter en cloud. Cet atelier consiste en l'implémentation d'un système de classification des images en se basant sur l'apprentissage automatique ou le machine learning en clé. Cet atelier se base bien sûr sur la partie classification des images par apprentissage automatique que je vous invite de suivre sur ma chaîne YouTube en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vais commencer par un petit rappel. On peut définir trois types de classification. La classification supervisée, la classification non supervisée et bien sûr la classification par renforcement. Pour la classification supervisée, l'objectif est d'identifier l'étiquette ou la classe d'une donnée, c'est-à-dire identifier ce que contient une image par exemple, ou bien qu'est-ce qu'elle représente. Comme exemple, une fraise, un chat, une lésion mélano ou non, et ainsi de suite. Pour la classification non supervisée, souvent notée clustering, qui consiste à regrouper les données en des groupes ou des clusters. On peut l'appliquer pour regrouper les images en des sous-catégories ou encore pour segmenter des images en affectant les pixels en pixels appartenant à l'objet ou pixels appartenant à l'arrière-plan. Pour notre atelier, nous allons nous focaliser sur la classification supervisée qu'on note souvent classification tout court. L'objectif d'un système de classification des images est de concevoir un modèle ou programme qui soit capable de prédire correctement la classe ou l'étiquette d'une image. C'est-à-dire, si on fait passer une image contenant un chat à ce modèle, il faut que le modèle soit capable d'identifier correctement que c'est un chat et non pas un autre animal. Le développement de ce modèle de classification passe par une étape principale qu'on appelle entraînement ou apprentissage. Et un algorithme de classification ou un algorithme de classification est entraîné sur un ensemble de caractéristiques d'image ou features en anglais, avec leurs étiquettes ou labels en anglais. L'objectif pour l'algorithme est d'apprendre à faire des liens ou relations entre les features et les labels. Le workflow ci-en-face représente le cycle de vie complet pour la conception d'un modèle de classification supervisé. On commence par l'entraînement du modèle sur l'ensemble des caractéristiques extraites des images de la base d'entraînement. Le but de l'entraînement est d'estimer les paramètres intrinsèques de l'algorithme de classification utilisé. Après vient l'étape de validation où nous allons mesurer les performances du modèle. Si les mesures d'évaluation sont satisfaisantes, alors on passe à l'étape de déploiement ou bien à l'utilisation. Sinon, on retourne à la phase d'entraînement pour améliorer les performances du modèle. On peut par exemple augmenter la taille des données, utiliser d'autres caractéristiques, modifier les hyperparamètres du modèle comme le noyau par exemple, ou même utiliser d'autres algorithmes de classification. Comme je l'ai déjà dit, je vous ai préparé un atelier en ligne utilisant la plateforme Google Collaboratory ou bien Colab. Pour rappel, Colab est un IDE Jupyter en cloud de Google qui vous permet de créer des notebooks Python en ligne utilisant votre compte Gmail. L'atelier est accessible en scannant le QR code. Vous allez trouver aussi le lien dans la description de la vidéo. L'atelier est assisté et contient en détail la description de chacune des étapes pour la réalisation de notre système de classification des images. Dans cet atelier, nous allons utiliser la base d'images CIFAR 10, qui est un ensemble de données très utilisées en vision par ordinateur pour l'apprentissage supervisé. Cette base est constituée initialement de 10 classes et pour chaque classe, il y a 6000 images pour avoir un total de 60 000 images couleurs.
chacune ayant une résolution de 32 fois 32 pixels. Pour notre atelier de classification, pour rester dans le contexte de classification binaire, nous allons utiliser seulement deux classes, la classe oiseau et la classe camion. Le choix de ces deux classes est fait exprès car les images de la base sont d'une petite résolution et bien sûr, il fallait choisir des types très différents pour avoir des résultats acceptables. Comme je l'ai déjà signalé, nous allons utiliser seulement les images appartenant à deux classes de la base CIFAR 10, à savoir la classe oiseau et la classe camion. J'ai choisi cette base car elle est déjà dans l'API Keras et que vous n'aurez pas besoin d'utiliser des sources physiques de votre drive. Alors, nous allons exécuter la méthode keras.dataset.cifar10.loaddata pour charger les images avec leurs étiquettes. À noter que le module keras.dataset contient plusieurs datasets comme MList, CIFAR100 et bien d'autres. La dataset CIFAR 10 utilisée ici est proposée en deux parties. IMG-Train et Y-Train contiennent respectivement les images et leurs étiquettes pour l'apprentissage ou l'entraînement, training. IMG-Test et Y-Test contiennent respectivement les images et leurs étiquettes pour la validation ou le test. Commençons par construire les bases d'entraînement et de validation avec seulement nos deux classes, c'est-à-dire garder seulement les images des deux classes, oiseau et camion. Plus de détails sont sur le Notebook Colab. Nous allons commencer alors par identifier les index relatifs aux deux classes dans les bases d'entraînement et de validation. Par la suite, nous allons identifier les images des deux classes dans les deux bases d'entraînement et de validation. Après, nous allons concaténer les images des deux classes pour construire séparément les bases d'entraînement et de validation. À la fin, nous aurons une base d'entraînement dans les variables Python ImageTrain et YTrain pour les étiquettes et qui sera constituée de 10 000 images couleurs, chacune de taille 32 x 32 avec bien sûr seulement les deux classes. Et la base de validation dans les variables Python ImageTest et YTest pour les étiquettes qui sera constituée, elle, de 2000 images couleurs. Bien sûr, de la même taille, 32 x 32. Voilà des exemples d'images appartenant aux deux classes. Remarquez bien que les images ne sont pas de très bonne qualité et c'est dû à leur faible résolution qui est 32 x 32. L'étape d'extraction des caractéristiques ou bien features extraction est cruciale dans un processus de classification des images par apprentissage automatique, c'est-à-dire le machine learning. Elle consiste à transformer les images en un format approprié pour l'apprentissage automatique en extrayant des informations significatives et des caractéristiques pertinentes des images. Plus de détails sur cette étape sont sur les vidéos de l'acier billard et son atelier sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder en scannant les QR codes présentés ici. L'étape d'extraction de caractéristiques permet, comme je viens de le dire, de réduire significativement la dimension de classification. Pour notre atelier, nous allons utiliser les caractéristiques de type couleur, texture et forme. Pour la couleur, nous allons extraire les moments statistiques dans l'espace RGB, à savoir la moyenne et la variance de chaque composante. Aussi, nous allons utiliser l'histogramme quantifié dans l'espace de couleur HSV. Pour la texture, nous allons utiliser les informations de contraste, de corrélation, d'énergie, d'homogénéité des images à niveau de gris extraites de la matrice de co-occurrence GLSM. Aussi, nous allons utiliser les motifs binaires locaux pour le Binary Patterns en anglais, noté LBP. Et pour la forme, nous allons utiliser les 7 moments de Wu. Ces caractéristiques seront par la suite concaténées pour construire la matrice d'index. Pour la base d'entraînement qui contient 10 000 images couleurs de taille 32 x 32 x 3 chacune,
Et avec 81 caractéristiques extraites de chaque image, la taille de la matrice d'index sera alors de 810 000 au lieu de 30 000 pour le cas des intensités de chaque pixel des images. Les caractéristiques extraites et les étiquettes serviront comme entrée d'un algorithme de classification, bien sûr supervisé. On parle là de l'étape d'entraînement ou d'apprentissage. Chaque algorithme de classification supervisé a des paramètres intrinsèques ou internes configurables et l'étape d'apprentissage a pour objectif d'estimer au mieux ces paramètres. Le choix de l'algorithme de classification à utiliser dépend essentiellement du problème à résoudre et des caractéristiques extraites. Après entraînement, le modèle de classification va utiliser les paramètres estimés pour prédire ou donner l'étiquette correspondante à une nouvelle image, utilisant bien sûr ces caractéristiques. Il existe une multitude d'algorithmes de classification supervisés dans la littérature. Nous allons commencer par implémenter l'algorithme le plus célèbre, qui est l'algorithme SVM pour machine à vecteur de support. Le SVM consiste à créer un hyperplan qui sépare les classes dans l'espace des caractéristiques. Les paramètres de l'SVM sont le noyau qui est soit linéaire, polynomial ou bien RBF pour Radial Basis Function. Le paramètre de régularisation, le C, et les paramètres du noyau comme le paramètre gamma qui permet de contrôler la forme plutôt de la fonction noyau. Pour une première implémentation, nous allons utiliser les paramètres par défaut de SVM, à savoir la valeur de C égale à 1 noyau RBF et gamma à ρ, de même que les poids des classes comme équilibrés. Nous allons utiliser la classe SVM de la bibliothèque scikit-learn, sklearn, qui est une bibliothèque très puissante pour le machine learning. Bien sûr, on est toujours dans le langage Python. La phase d'entraînement pour le cas de l'algorithme SVM consiste en l'optimisation de l'hyperplan à travers l'estimation des poids, les coefficients, et le biais de l'hyperplan de manière à maximiser la marge tout en minimisant l'erreur de classification. Aussi, ça sert à la gestion des vecteurs de support qui sont les exemples d'entraînement les plus proches de l'hyperplan et jouent un rôle crucial dans la généralisation du modèle. Ils sont utilisés pour définir l'hyperplan optimal, comme montré sur la figure. L'entraînement sera lancé en exécutant la méthode fit de notre objet modèle qui admet comme argument en entrée la matrice de caractéristiques de la base d'entraînement, qui est xtrain, ainsi que les étiquettes ytrain. Cette méthode a pour objectif de trouver les paramètres intrinsèques de l'algorithme permettant au mieux la séparation entre les caractéristiques des deux classes. Ici, nous allons prédire la classe d'une nouvelle image non utilisée dans l'apprentissage. L'image à utiliser pour la prédiction se trouve dans la base de validation Xtest. Pour cette image, il faut premièrement extraire le vecteur descripteur et l'utiliser pour identifier sa classe. On peut remarquer que le modèle a pu classifier correctement notre image requête qui est une image d'un oiseau. Par la suite, il faut obligatoirement valider notre modèle. La validation du modèle a pour objectif d'évaluer les performances de notre modèle. Pour le faire, nous allons utiliser la base de validation. Ainsi, nous allons utiliser notre modèle pour prédire les classes de cette base, c'est-à-dire la base de validation. Bien sûr, on connaît les étiquettes de chaque image dans cette base. Et après, on va comparer les classes ou bien les étiquettes prédites par notre modèle avec les classes ou bien étiquettes réelles. Nous allons utiliser la matrice de confusion pour évaluer notre modèle. À partir de cette matrice, nous pouvons calculer le rappel, la précision et l'accuracy. Si on suppose que la classe oiseau est la classe positive et la classe camion comme étant classe négative, on définit les true positifs, le nombre d'images des oiseaux qui sont classés comme des oiseaux par le modèle. De même pour true négatif, 10,
C'est le nombre d'images des camions qui sont classés comme des camions par notre modèle. Pour la valeur false négative, Fn, ce sont les images qui sont classées comme des camions alors qu'elles sont des images des oiseaux réellement. Et à la fin, les false positives pour Fp sont les images classées comme des oiseaux alors qu'elles sont des images de camions dans l'état réel. À partir de ces indicateurs, on peut calculer le rappel ou le recall, qui est le taux de classification de la classe positive, ici la classe oiseau. Le F mesure qui mesure l'équilibre entre la précision et le rappel de manière à donner une vision complète de la performance des modèles. Et bien sûr, l'accuracy et la précision. La classification repose essentiellement sur trois paramètres: la base de données, le choix des caractéristiques et l'algorithme de classification. Dans la partie précédente, le SVM a été choisi comme algorithme de classification alors qu'il existe d'autres algorithmes de classification que nous pouvons utiliser. Le choix est fortement lié au type d'image et la taille de la base. Nous allons mener une étude comparative en termes d'accuracy pour différents algorithmes de classification, à savoir SVM avec différents kernels, le KNN avec différentes valeurs de voisinage K et l'arbre de décision. Nous allons procéder successivement pour chaque algorithme de classification par créer un modèle de classification et après faire la prédiction et à la fin calculer, afficher l'accuracy de classification utilisant bien sûr la base de validation. Pour le SVM, nous allons créer trois modèles. Mais pour chaque modèle, nous allons changer la valeur de l'argument kernel, c'est-à-dire le noyau, et nous allons utiliser la méthode score du modèle qui permet à la fois de prédire les classes de la base de test et de mesurer le score de classification. Nous allons procéder de la même manière pour l'algorithme KNN. Nous allons créer deux modèles à base de KNN utilisant la classe KNeighbors Classifier qui est dans SQL Learn Neighbors en changeant le paramètre neighbors, c'est-à-dire le voisinage, A3 et A5 respectivement. Le troisième algorithme est les arbres de décision ou decision trees. L'arbre de décision a montré, donc là on a les résultats de notre étude comparative. Donc on remarque bien que l'SVM avec le kernel RBF a montré la meilleure performance, suivi du SVM avec le kernel linéaire, et le SVM avec un noyau sigmoïde a montré la performance la moins satisfaisante ou bien la plus faible parmi ceux évalués. Il est important de considérer ces résultats lors du choix de l'algorithme approprié pour la classification d'images dans votre étude comparative. Donc, c'est ainsi que se termine cette présentation. Dans cet atelier, nous avons exploré le processus de classification d'images en utilisant des techniques de machine learning. Nous avons débuté par l'étape cruciale qui est l'extraction des caractéristiques des images, où nous avons transformé nos images brutes en représentations numériques significatives, indispensables pour l'entraînement de notre modèle. Par la suite, nous avons entrepris une étude comparative en utilisant trois modèles ou bien trois algorithmes de classification qui sont les plus utilisés, à savoir SVM avec différents kernels, KNN avec différents voisins et les arbres de décision. Cette comparaison visait à évaluer et comprendre la performance et les caractéristiques distinctives de chaque algorithme dans la classification des images utilisant notre dataset. Bien sûr, l'atelier avec Google Colab est disponible en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien de la description dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des remarques,
ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo.